Bonjour, je suis Guillaume Kwang, promoteur de l'organisation Belita Foundation. C'est une organisation non gouvernementale qui fait dans le développement communautaire. Précisément, nous voulons être le bureau d'études des collectivités locales décentralisées pour les accompagner dans la réalisation des infrastructures de nature eau potable, donc production de l'eau potable, adduction, distribution, électricité, production d'électricité dans les petits barrages hydroélectriques, énergie solaire, énergie éolienne, et puis tout ce qui est petite industrie, mécanisation, industrialisation des unités de production et de transformation des denrées alimentaires dans les collectivités, plutôt dans les coopératives agricoles, puis bien sûr la réalisation des études techniques pour les ouvrages en voirie et réseaux divers. Alors, cette vidéo que je voudrais que je présente aujourd'hui porte sur la qualité de l'énergie électrique. Les destinataires sont les producteurs d'énergie, les distributeurs d'énergie, les consommateurs d'énergie et les régulateurs de l'énergie. Vous savez, l'énergie, c'est un produit. Depuis que nous sommes dans un marché libéralisé, comme tout produit, le concept de qualité s'applique à l'électricité également. Le régulateur de l'énergie, de l'électricité, impose aux distributeurs de l'électricité certaines exigences quant à la qualité de l'électricité qu'ils mettent à la disposition des consommateurs. Ce sont des paramètres électriques, il y en a un certain nombre. Mais les plus connus sont la tension, le courant, voilà, et plutôt la tension par rapport à l'énergie distribuée. Le courant résulte de la consommation quand le consommateur branche son appareil. Nous avons la fréquence, les amplitudes, la forme du signal et plusieurs autres paramètres, il y en a près de 25, qui caractérisent la qualité de l'énergie que le producteur, ou plutôt le distributeur, n'est-ce pas, tous ceux qui sont en amont, doivent garantir aux consommateurs cette qualité d'électricité. Alors, nous allons, dans un premier temps, expliquer le concept de qualité. Pourquoi qualité de l'énergie électrique? Eh bien, il se trouve que les fabricants d'appareils qui fabriquent leurs appareils électriques, ils indiquent souvent sur les notices techniques certaines caractéristiques de ces appareils. En fait, ce sont les caractéristiques nominales, c'est-à-dire les caractéristiques de fonctionnement normal de ces appareils. Le fabricant vous dit que cet appareil est conçu pour fonctionner sous une tension de 220 volts avec une certaine précision, sous une fréquence de 50 Hz ou autre avec une certaine précision, ne doit pas supporter certaines contraintes, notamment en termes de pollution. On va revenir, la notion de qualité de l'énergie est surtout liée à la pollution de réseaux électriques du fait de l'existence de certaines charges dites polluantes. Alors, donc du coup, il y a lieu pour les acteurs du réseau électrique de surveiller les paramètres de l'énergie qu'ils mettent à la disposition des consommateurs. D'abord, pour ne pas enfreindre au règlement imposé par le régulateur, mais aussi pour garantir aux usagers un produit de qualité par rapport à leur consommation, à leurs consommateurs, à leurs appareils qui sont sensibles, pour la plupart, à la qualité justement de l'énergie consommée. Alors, il se trouve que peu de gens
parmi tous ces acteurs, peu sont ceux qui sont sensibilisés au concept de qualité de l'énergie. Parce que, en fait, depuis l'avènement de l'électronique, notamment, le signal, la tension électrique qui est mesurée sur les appareils en n'importe quel point du réseau n'a pas nécessairement les caractéristiques théoriques souhaitées ou qu'on avait autrefois. Autrefois, c'est-à-dire avant que les appareils électroniques n'abondent le marché de consommateurs électriques, on observait que le courant avait une forme identique à celle de la tension. Le courant électrique qui traversait un conducteur qui est soumis à une tension, par exemple sinusoïdale, eh bien le courant électrique avait également une allure sinusoïdale, avec la même fréquence. Il se trouve que, en tout point du réseau, autrefois, cette observation était vérifiée, sauf pour certains circuits spécifiques. Alors, mais depuis que l'électronique a fait surface dans le marché des appareils électroménagers, eh bien, nous observons une déformation du courant électrique dès que l'appareil est soumis à une tension sinusoïdale. Le courant qui traverse l'appareil est déformé. Cette déformation entraîne par la suite une déformation de la tension, puisqu'il y a une relation entre le courant et la tension par rapport à l'impédance, la fameuse loi d'Ohm. Du coup, la déformation de cette tension se propage dans tout le réseau électrique et cette déformation est préjudiciable à l'ensemble des appareils connectés dans le réseau électrique. Les perturbations électromagnétiques ou même électriques tout court qui résultent de la présence des charges dites polluantes, eh bien, génèrent des perturbations supplémentaires sur les autres appareils qui, eux, sont simplement sensibles. Parce que dans un système électrique, nous avons deux types de charges, deux types de récepteurs, deux types de consommateurs. Il y a certains consommateurs qui sont perturbateurs, qui génèrent des signaux électriques qui perturbent la grandeur comme l'intensité du courant et donc la tension. Et comme les autres appareils sont connectés au même réseau, cette tension perturbée se répercute sur les autres appareils qui, eux, ne sont pas polluants, mais sensibles à ces perturbations. C'est ce qui fait que, quelquefois, nous avons des appareils électroniques qui se détériorent sans qu'on ne comprenne pourquoi. Alors, bien sûr, les raisons sont nombreuses, multiples et variées. L'objet de la vidéo n'est pas de les expliquer, mais d'attirer l'attention chez les personnes qui sont victimes de ces dégâts, que ce n'est pas un phénomène aléatoire et que la situation peut être sous contrôle si l'usager en question en a conscience et veut y remédier avant que l'incident ne se produise. Alors, j'ai ici un appareil qu'on appelle analyseur de réseau électrique, un analyseur de puissance, un analyseur de la qualité de l'énergie électrique. C'est une sorte de scanner, par analogie chez le médecin, qui nous permet de voir tout ce qui se passe. Pour le médecin, c'est tout ce qui se passe dans le corps humain. Et bien, chez l'électricien, c'est tout ce qui se passe dans l'installation électrique, à tous les niveaux, aussi bien dans les centrales de production d'énergie électrique qu'au niveau du réseau de distribution, les postes de livraison, les transformateurs, et aussi bien
au niveau des consommateurs, consommateurs donc du tertiaire, de l'industrie et l'habitation. Alors, je ne vais pas expliquer le fonctionnement de l'appareil, c'est trop technique, mais nous avons un appareil qui a besoin de capter les courants. Le courant qui traverse un récepteur ou bien une tête d'installation, l'endroit où on souhaite mesurer la qualité de l'énergie électrique pour après en faire une répercussion, une déduction sur l'état général de l'installation. On identifie un point du réseau et on mesure le courant. Il y a ici un tore, un capteur de courant électrique sur les canalisations, sur les lignes qui sont en général triphasées. Si ce n'est pas triphasé, de toute façon, l'appareil est configurable pour les installations monophasées ou triphasées. Et on peut également mesurer la tension, pas mesurer, enregistrer la tension de différentes tensions, les tensions simples, composées, etc. Et bien sûr, si nous sommes dans une usine, on peut même aller jusqu'à mesurer des courants de 6000 ampères à partir de ce tore. Donc c'est un appareil qui est un appareil normalement industriel. Alors, une fois la campagne de mesure effectuée, elle peut être faite sur une journée, sur un mois, sur 2 semaines. Tout dépend de l'audit qu'on veut réaliser. Il est question d'identifier les perturbations qui surgissent, qui surviennent pendant le fonctionnement lors de la campagne de mesure en un point de l'installation. Alors, à quoi servent ces mesures? L'analyse de ces mesures à travers le logiciel nous permet d'évaluer tous les paramètres qui ne sont pas normaux par rapport aux standards du métier. C'est un peu comme le médecin qui effectue des analyses de sel, de sang, bref, il capte les paramètres et les résultats de l'analyse lui permettent de déterminer la pathologie du patient et donc de prescrire une ordonnance pour, le traitement du patient. Alors, donc, nous, ici, par analogie, l'analyseur de réseau, une fois les données fournies, l'ingénieur les analyse, identifie tous les problèmes liés à l'électricité dans le réseau, explique l'ensemble des perturbations dont le réseau est victime ou est susceptible d'être victime et peut même prévoir un danger imminent et donc prescrire au maître d'ouvrage certains conseils, certaines consignes pour éviter le danger. Alors, le danger, c'est quoi? Dans les maisons d'habitation, nous le savons, c'est les téléviseurs qui pètent, on pense que c'est les courts-circuits, on pense que c'est des surcharges, des surtensions, les creux de tension. Ça peut ne pas être tout cela, ça peut tout simplement être la présence des perturbations électromagnétiques. On parle là de compatibilité électromagnétique dans le réseau, notamment la présence des harmoniques, les courants harmoniques et tensions harmoniques qui sont responsables pour la plupart des dysfonctionnements de certains appareils électroniques de la maison. Alors, les dégâts ne sont pas que d'ordre électronique. Il y a certains départs d'incendie qui sont d'origine électrique, dont la nature est la mauvaise qualité, la non-qualité de l'énergie électrique, d'où la nécessité de faire attention à la mesure de la qualité, à la surveillance de son réseau électrique, aussi bien l'énergie fournie que celle consommée dans le réseau. Alors je vais prendre un exemple pour faire simple. Vous avez dans les quartiers d'habitation, dans les quartiers résidentiels, souvent vous observez les transformateurs qui sont en haut de poteaux, un transformateur qui prend feu. Alors, il arrive même que ce transformateur ne soit pas surchargé, c'est-à-dire que le nombre d'usagers requis ne soit pas dépassé.
il est encore possible que le transformateur de 160 kVA, par exemple, soit chargé simplement à 100 kVA, mais qui soit déclassifié et prenne feu, par exemple, ou se détériore. Eh bien, les raisons de ces dysfonctionnements sont difficilement comment dire, auditées par le distributeur. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on constate que le transformateur a pris feu, on essaie d'éteindre le feu, on en achète un autre, on remplace, et souvent, on augmente la puissance, ou quelquefois on remplace par le même, et au bout de quelques temps, encore, le transformateur prend feu, sans que personne n'y comprenne grand-chose. Alors, le service que Bellita Foundation offre à ses partenaires, nous sommes une association, donc les gens avec qui nous travaillons sont plutôt des membres ou des partenaires avec qui nous avons des conventions de collaboration. Lorsque il s'agit d'intervenir sur des postes de transformation publique pour prévoir, pour connaître l'état des lieux électriques du poste avant qu'il ne prenne feu, par exemple, je prends cet exemple, parce que tous les jours nous les voyons, les transformateurs qui brûlent, sans que personne n'y comprenne grand-chose, eh bien, il est possible que nous soyons consultés et que nous puissions intervenir pour dire exactement ce qui se passe, d'une part, et puis les améliorations à mettre en œuvre sur le dit poste de transformation avant que le danger ne survienne. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cette déclassification du transformateur et qui sont donc, qui entraînent à l'incendie ou simplement à la détérioration, la surchauffe et le transformateur est hors service. Ce n'est pas que le transformateur, c'est quelquefois les conducteurs du neutre, parce que dans le triphasé, nous avons la phase 1, 2 et 3, les trois phases, et puis il y a le conducteur du neutre qui souvent est dimensionné dans un réseau équilibré. Le neutre est dimensionné avec une section de câble pas forcément importante, parce que normalement le courant du neutre est nul, mais il se trouve que la présence de la pollution carbonique du fait des charges, du fait des consommateurs, des appareils branchés en aval, il est possible que ce courant, le courant du neutre sur une phase, soit triplé. Et à ce moment-là, eh bien, si le dimensionnement de la section n'est pas conséquent, la surchauffe du câble peut engendrer tout simplement un incendie, un départ d'incendie qui va donc, dont on connaît les conséquences. Alors, donc, concernant les usagers qui sont dans les maisons d'habitation, il y a effectivement possibilité d'auditer les installations dans des hôtels, dans des usines ou dans des appartements où il y a des appareils électriques conséquents pour donner un rapport au maître d'ouvrage afin qu'ils prennent les dispositions qui s'imposent. Alors, la dernière cible de cette vidéo, c'est les installateurs des systèmes solaires. Les installateurs des systèmes solaires photovoltaïques. Eh bien, le système solaire photovoltaïque, pour faire simple, c'est une installation qui comporte trois principales composantes, ou une quatrième s'il y a stockage. Alors, la principale, le générateur photovoltaïque, qui est donc le panneau solaire, c'est lui qui convertit l'énergie lumineuse en courant électrique. Mais ce courant est continu, avec une tension de 12 volts. Quelquefois, on peut coupler les panneaux pour que la tension soit de 24 volts ou de 48 volts. Eh bien, c'est un courant continu, dans ce sens qu'il est constant. Voilà, en volts. Alors, les appareils, à moins que les charges du système solaire soient toutes en courant continu, auquel cas il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de nous. Par contre, si ce système solaire alimente des appareils normaux qui peuvent être alimentés par le même courant du secteur, pardon,
eh bien, l'installateur a besoin d'un équipement qu'on appelle onduleur. Un onduleur, c'est lui qui convertit le courant continu en courant alternatif, courant variable. Alors, il se trouve que cet onduleur qui fabrique un courant alternatif le fait non pas de manière naturelle comme un alternateur le ferait au niveau de la centrale hydraulique ou thermique ou ailleurs, mais cela se fait à partir des composants d'électronique de puissance qui, eux, génèrent une tension qui a une forme d'onde qui est approximativement sinusoïdale. Elle est certes périodique, mais le caractère approximativement sinusoïdal fait que le signal n'est pas une sinusoïde pure et par conséquent, lorsqu'on le décompose, on constate qu'il y a des composantes harmoniques. Alors, ces composantes harmoniques circulent également dans les conducteurs, dans les appareils. Alors que le fabricant vous dit que cet appareil doit fonctionner avec un courant, une tension de 220 volts et une fréquence de 50 Hz, eh bien, vous voyez un appareil qui est traversé par un courant qui a une fréquence multiple de la fréquence fondamentale. Il y a une superposition de plusieurs signaux, de plusieurs courants qui traversent les mêmes conducteurs, et ce qui n'est pas prévu chez le fabricant. Ça détériore non seulement les appareils, mais également les lignes électriques qui ont été dimensionnées pour un courant nominal de, par exemple, 3 ampères et une fréquence de 50 Hz. La superposition de plusieurs tensions et de plusieurs courants harmoniques crée des conditions non normales de fonctionnement de l'installation. Alors, du coup, certains moteurs, souvent les installateurs des systèmes solaires peuvent nous le dire, il leur arrive, une fois ils ont fait leur installation, de constater que certains appareils ne fonctionnent pas. Parce que le régulateur, ou plutôt l'onduleur, l'adaptateur, le convertisseur qu'ils ont acheté, souvent au marché, ne produit pas un signal qui a les paramètres nominaux requis par le fabricant des appareils. Alors, ils ont besoin de nous également pour que, à l'issue de leur installation, nous venions auditer la qualité de l'énergie produite, la qualité de la tension produite. Est-ce que c'est une tension sinusoïdale? Est-ce qu'il n'y a pas d'harmonique? Est-ce que la régulation est bien faite? Bref, on enregistre l'ensemble de tous ces paramètres qui caractérisent la qualité et on peut ainsi garantir à l'installateur, mais surtout aux clients chez qui on a installé le système, que c'est une énergie de qualité qu'on a mise à sa disposition. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt.